L'après-midi tombait lourdement sur la villa de Cannes, amenant avec lui des nuages chargés qui promettaient un orage mémorable. Marina serrait le torchon entre ses mains, tandis qu'elle observait depuis la fenêtre de la cuisine les eaux de la baie devenir de plus en plus sombres et agitées. Elle travaillait dans cette maison depuis près de 8 ans, depuis qu'elle était arrivée de son Auvergne natale en quête d'une vie meilleure, et elle connaissait chaque recoin de cet endroit comme sa poche. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Quelque chose dans l'air la dérangeait profondément. Monsieur Richard Moreau, le propriétaire et l'un des entrepreneurs les plus respectés de la Côte d'Azur, n'était pas apparu depuis la veille au soir. Marina lui avait préparé son petit déjeuner comme à son habitude, avec des croissants frais et un café fraîchement coulé. Mais la table était restée intacte. C'était tout à fait inhabituel. Monsieur Moreau était un homme d'habitude, toujours ponctuel, toujours aimable avec tous les employés. Il ne partait jamais sans au moins saluer Marina et la remercier pour le café. Son épouse, Madame Clarisse, était une autre histoire. Cette femme grande et élégante, avec ses cheveux blonds impeccables et ses ongles toujours manucurés, traitait Marina avec une froideur plus tranchante qu'une lame de couteau. Cet après-midi-là, cependant, Clarisse était particulièrement étrange. Marina l'avait trouvée dans le salon, tapotant nerveusement sur son téléphone, souriant de manière forcée lorsqu'elle remarqua la présence de la gouvernante. « Où est Monsieur Moreau, Madame Clarisse ?» avait demandé Marina d'une voix douce, essayant de ne pas paraître indiscrète. Clarisse leva ses yeux bleus et froids, le sourire artificiel toujours sur son visage. « Ah, Marina, vous n'êtes pas au courant? Richard a dû partir en voyage à la dernière minute. Un problème urgent pour ses affaires à Paris. Vous savez ce que c'est, le monde des affaires n'attend pas. » Marina sentit son estomac se nouer. Cela n'avait aucun sens. Monsieur Moreau prévenait toujours à l'avance lorsqu'il devait voyager, et toujours, sans exception, il prenait congé d'elle et des autres employés. De plus, sa valise était encore dans le dressing. Marina l'avait vue en rangeant la chambre le matin. Aucun homme ne voyage sans au moins une tenue de rechange. « Je comprends, Madame Clarisse, » répondit Marina en baissant les yeux. « Avez-vous besoin de quoi que ce soit d'autre ?»« Non, vous pouvez disposer, là, » congédia Clarisse d'un geste de la main, reportant son attention sur son téléphone. Marina retourna à la cuisine, mais l'inquiétude ne la quittait pas. Elle commença à préparer le dîner machinalement, éminçant des oignons et de l'ail pour un sauté, mais son esprit était ailleurs. Elle se souvint de la dernière conversation qu'elle avait eue avec M. Moreau 2 jours plus tôt, lorsqu'il lui avait confié être préoccupé par certaines décisions à prendre. Il semblait tendu, mais n'avait rien mentionné au sujet d'un voyage. Le bruit du tonnerre la fit sursauter. L'orage approchait. Marina regarda par la fenêtre et vit les premières grosses gouttes commencer à tomber, frappant la vitre avec une force croissante. Elle se souvint alors qu'elle devait couper le système d'arrosage du jardin avant que la pluie ne s'intensifie. Monsieur Moreau tenait toujours à économiser l'eau, et laisser l'arrosage fonctionner pendant un orage serait un gaspillage. Elle prit un vieil imperméable qu'elle gardait dans le placard de la buanderie et sortit par la porte de derrière. Le vent soufflait déjà fort, apportant l'odeur de la terre mouillée et de l'air marin. Marina marcha rapidement le long du jardin latéral, où se trouvait le boîtier de commande de l'arrosage. Ses chaussures s'enfonçaient dans l'herbe détrempée tandis qu'elle se dépêchait. C'est alors qu'elle entendit le son. Au début, elle pensa que c'était juste le bruit de la pluie sur les feuilles, ou peut-être une branche qui tombait. Mais elle l'entendit à nouveau, plus clairement cette fois. C'étaient des coups sourds, rythmés, désespérés. Ils venaient de sous la terre. Marina s'arrêta, le cœur battant à tout rompre. Elle regarda autour d'elle, essayant de localiser l'origine du son. Ses yeux se posèrent sur le rosier que Madame Clarisse avait fait planter la semaine précédente, tout près du mur de pierre qui entourait la propriété. La terre y était retournée, visiblement remuée depuis peu, et le son venait de là. Les coups continuaient, de plus en plus faibles, comme si la personne de l'autre côté perdait ses forces. « Mon Dieu !» murmura Marina, sentant ses jambes trembler. Elle courut jusqu'au rosier, s'agenouillant dans la boue sans se soucier de la saleté. Ses mains se mirent à creuser frénétiquement, griffant la terre humide, ses ongles se cassant, ses doigts saignant. La pluie tombait de plus en plus fort, trempant ses cheveux et coulant sur son visage, se mêlant aux larmes qui,
commençait à perler dans ses yeux. « Il y a quelqu'un » cria Marina en creusant plus profondément. « Tenez bon, je vais vous sortir de là. » Ses doigts touchèrent à quelque chose. Du tissu. C'était une chemise. Marina reconnut immédiatement le tissu, cette chemise bleue italienne que M. Moreau adorait porter le dimanche. Elle tira de toutes ses forces, creusant autour, puis elle vit la main. L'alliance en or brillait même sous la pluie torrentielle. « Non, non, non !» répétait Marina comme une prière, creusant encore plus vite. Elle réussit à dégager une partie du bras, puis l'épaule. Le visage de M. Moreau apparut enfin, couvert de terre, les yeux fermés, la bouche entr'ouverte. Marina nettoya la terre de son visage avec des mains tremblantes, inclinant sa tête sur le côté pour que l'eau qui était entrée dans sa bouche puisse s'écouler. « Monsieur Moreau, vous m'entendez » Ses yeux s'ouvrirent légèrement, confus, terrifiés. Il essaya de parler, mais seul un son rauque sortit de sa gorge. « Calmez-vous, je vais vous sortir de là », promit Marina, continuant à creuser autour de son corps. C'est alors qu'elle sentit une présence. Elle leva les yeux et vit Madame Clarisse debout sur la terrasse, protégée de la pluie par l'auvent, observant la scène avec une expression que Marina n'oublierait jamais. Ce n'était pas de la surprise, ni du soulagement. C'était de la peur d'avoir été découverte. Les yeux des deux femmes se croisèrent pendant une longue seconde, puis Clarisse commença à descendre les marches de la terrasse, marchant vers le jardin d'un pas rapide et déterminé. « Marina, qu'est-ce que vous croyez faire ?» La voix de Clarisse était aiguë, presque hystérique. Marina ne répondit pas. Elle utilisa toutes ses forces pour tirer M. Moreau hors de la fosse peu profonde. Il était trop faible pour l'aider, son corps lourd et inerte. Finalement, avec une dernière traction désespérée, Marina réussit à l'extraire, l'allongeant sur l'herbe mouillée, loin du trou. Clarisse s'approcha, ses talons s'enfonçant dans la boue. Son visage, d'habitude si composé, était déformé par la panique. « C'était un accident, Marina. Vous ne comprenez pas. Il est tombé. J'ai essayé de l'aider, mais... »« Mensonge !» cria Marina, protégeant le corps de M. Moreau avec le sien. « C'est vous qui lui avez fait ça. Vous l'avez enterré vivant. Vous ne savez rien. » Clarisse s'avança, essayant de tirer Marina par le bras. « Poussez-vous, c'est mon mari. » Marina l'esquiva, repoussant Clarisse avec force. La femme perdit l'équilibre sur ses talons et tomba assise dans la boue, poussant un cri de rage et de frustration. Marina profita de l'instant, se releva et courut vers la maison, laissant M. Moreau sur l'herbe. Elle devait appeler les secours. Elle avait besoin d'aide. Ses pieds glissaient sur le sol mouillé tandis qu'elle traversait la maison. Elle trouva le téléphone dans le salon et composa le 15 avec des doigts tremblants. « Allô, Samu, quelle est votre localisation ?» La voix calme de l'opératrice contrastait avec le chaos que Marina ressentait. « S'il vous plaît, envoyez de l'aide. Villa Moreau, à Cannes, sur le chemin de la pointe de la Croisette. Mon patron a été enterré vivant. Il a besoin d'aide, tout de suite. » Marina fournit tous les détails qu'elle put, sa voix brisée par les sanglots. Quand elle raccrocha, elle retourna en courant dans le jardin. Monsieur Moreau était toujours allongé là où elle l'avait laissé, mais Madame Clarisse avait disparu. Le son des sirènes arriva une quinzaine de minutes. Plus tard, bien que pour Marina, cela sembla une éternité. 2 ambulanciers se précipitèrent dans le jardin avec un brancard et du matériel médical. Marina expliqua rapidement ce qui s'était passé pendant qu'ils examinaient Monsieur Moreau, vérifiant ses signes vitaux et lui plaçant un masque à oxygène sur le visage. « Il est dans un état grave », dit l'un des ambulanciers à l'autre. « Possible inhalation de terre, signe d'asphyxie. Il faut l'emmener immédiatement. » Un policier arriva également avec l'ambulance, un homme d'âge mûr aux yeux vifs et à l'expression sérieuse. Il se présenta comme le commissaire Durand et commença à poser des questions à Marina pendant que les ambulanciers préparaient M. Moreau pour le transport. « Vous dites qu'il a été enterré ?» demanda le commissaire, regardant autour du jardin, remarquant la fosse et la terre retournée. « Qui a fait ça ?»« C'est sa femme, Madame Clarisse, » répondit Marina, tremblant encore de froid et de choc. « Je l'ai vue nous observer depuis la terrasse quand je l'ai trouvée. Elle a essayé de m'empêcher de l'aider. »« Et où est cette femme maintenant ?»« Je ne sais pas. Elle a disparu pendant que j'appelais les secours. » Le commissaire fit un signe à un autre policier qui était arrivé avec lui, lui ordonnant de fouiller la propriété.
Mais Clarisse ne fut pas retrouvée. Elle s'était enfuie, n'emportant que son sac à main et les clés de sa voiture. Son véhicule, une BMW blanche, n'était plus dans le garage. Marina accompagna l'ambulance jusqu'à l'hôpital, assise à l'arrière avec ses vêtements encore trempés et souillés de boue. Elle ne pouvait s'arrêter de trembler, autant de froid que de choc. Les images du visage de M. Moreau couvert de terre, les coups désespérés venant de sous le sol, le regard terrifié de Madame. Clarisse, tout se répétait dans son esprit comme un film d'horreur. L'hôpital Sainte-Anne était le plus moderne de Cannes, avec ses murs d'un blanc immaculé et l'odeur caractéristique de désinfectant qui imprégnait chaque couloir. Marina était assise dans la salle d'attente du service de réanimation, portant toujours les vêtements sales de boue qu'une infirmière bienveillante avait tenté de la convaincre de changer. Mais Marina avait refusé. Elle ne pouvait penser à rien d'autre qu'à M. Moreau qui luttait pour sa vie là-dedans. Il était presque 2 heures du matin quand le médecin sortit enfin pour lui parler. Le docteur Henry était un homme grand aux cheveux grisonnants et au regard fatigué mais professionnel. « Il va s'en sortir, » dit le médecin, et Marina sentit les larmes couler sur son visage. C'était de justesse. Si vous ne l'aviez pas trouvé à ce moment-là, nous l'aurions perdu. Il a inhalé beaucoup de terre, ses poumons sont atteints, mais nous allons réussir à inverser la situation. Le plus gros problème maintenant, c'est le traumatisme psychologique. Son esprit est entré dans un état de protection. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. « Il ne se souvient pas ?» répéta Marina, essuyant ses larmes du dos de la main. « C'est une défense naturelle du cerveau contre les traumatismes sévères. Cela peut durer des jours, des semaines, voire des mois. Nous ne savons pas. » Le docteur marqua une pause, regardant Marina avec sérieux. « La police voudra vous parler à nouveau. L'examen a montré de la terre dans ses poumons, ce qui confirme qu'il a été enterré alors qu'il respirait encore. Ce n'était pas un accident. » Marina hocha la tête, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Le commissaire Durand lui avait déjà parlé sur le chemin de l'hôpital, prenant note de chaque détail dont elle pouvait se souvenir. Mais savoir qu'il y avait des preuves concrètes de ce qui s'était passé rendait tout encore plus réel et effrayant. « Je peux le voir ?» demanda Marina. « Pour l'instant, seulement la famille proche. Mais étant donné que sa femme est en fuite et que c'est vous qui l'avez sauvée, je vais faire une exception. 5 minutes seulement. » Marina entra dans la chambre de réanimation à pas feutrés. Monsieur Moreau était allongé sur le lit, connecté à divers appareils qui surveillaient son rythme cardiaque et sa respiration. Son visage était pâle, avec des taches de terre encore visibles dans les coins, bien qu'on ait déjà tenté de le nettoyer. Il y avait des ecchymoses sur son cou et ses bras. Marina lui prit délicatement la main, sentant la froideur de sa peau. « Je ne laisserai rien vous arriver, » murmura-t-elle. « Je vous le promets. » Les jours suivants furent un brouillard d'interrogatoires, de journaux télévisés et de peurs constantes. L'histoire de l'homme d'affaires enterré vivant par sa propre femme fit la une des médias locaux. Des journalistes encerclaient l'hôpital, essayant d'obtenir des déclarations de quiconque entrait ou sortait. Le commissaire Durand conseilla à Marina de ne pas parler à la presse, mais des photos d'elle circulaient déjà sur les réseaux sociaux avec des légendes la qualifiant d'héroïne. Clarisse restait introuvable. La police émit un mandat d'arrêt et lança des recherches dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les caméras de surveillance de l'autoroute montrèrent sa voiture se dirigeant vers la ville, mais après cela, plus rien. C'était comme si elle s'était volatilisée. Le 3e jour après les faits, M. Moreau se réveilla enfin complètement. Marina était dans la chambre à ce moment-là, assise sur une chaise dans un coin, lisant la Bible qu'elle portait toujours. Dans son sac, ses yeux s'ouvrirent lentement, confus, regardant autour de lui sans comprendre où il était. « Monsieur Moreau !» Marina se leva rapidement, s'approchant du lit. « Calmez-vous, vous êtes à l'hôpital. Vous êtes en sécurité maintenant. »« Marina ?» Sa voix sortit rauque et faible. « Que s'est-il passé? Pourquoi suis-je ici ?» Le cœur de Marina se serra. Il ne se souvenait vraiment pas. « Vous avez eu un accident, » dit-elle doucement, suivant la consigne du médecin de ne pas forcer les souvenirs. « Mais vous vous remettez bien. »« Où est Clarisse ?» demanda Richard, et Marina sentit son estomac se retourner en entendant ce nom. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit. À l'horreur de Marina, Clarisse entra,
vêtue d'un élégant ensemble pantalon et blazer noir, les cheveux relevés en un chignon parfait, des lunettes de soleil masquant une partie de son visage. Elle ressemblait à une veuve en deuil, pas à une criminelle en fuite. « Mon amour !» Clarisse se précipita vers le lit, poussant Marina sur le côté. « J'étais si inquiète. Dieu merci, tu es réveillée. » Marina resta paralysée. Comment avait-elle eu le courage de revenir et comment avait-elle réussi à passer la sécurité de l'hôpital? « Clarisse, vous ne devriez pas être ici, » dit Marina, la voix tremblante. Clarisse se tourna vers elle avec un regard glacial. « Je suis sa femme, Marina. C'est ma place, et vous n'êtes que l'employée de maison. Je pense que vous feriez mieux de sortir. » Richard les regardait tour à tour, visiblement confus. « Que se passe-t-il? Pourquoi vous disputez-vous? »« Rien, mon amour, » dit Clarisse d'une voix mielleuse, lui caressant le visage. « Marina est juste fatiguée, elle a beaucoup travaillé. Tu dois te reposer aussi. » Marina savait qu'elle devait agir. Elle sortit en courant de la chambre et trouva une infirmière dans le couloir. « Appelez la police. La femme qui a tenté de tuer M. Moreau est ici. » L'intervention fut rapide. 2 agents de sécurité de l'hôpital entrèrent dans la chambre suivis par le commissaire Durand, qui se trouvait par coïncidence à l'hôpital pour vérifier l'état du patient. Clarisse n'essaya pas de fuir cette fois. Elle resta près du lit de son mari, lui tenant la main, avec ce sourire froid et calculateur sur les lèvres. « Clarisse Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide sur la personne de votre mari, Richard Moreau, » dit le commissaire en sortant les menottes. « C'est absurde, » protesta Clarisse, mais sans grande conviction. « Je n'ai rien fait, c'est un malentendu. Richard est tombé, il peut le confirmer. »« Richard, mon amour, dis-leur que c'était un accident. » Mais Richard regardait sa femme avec une expression étrange, comme s'il essayait d'accéder à un souvenir qui restait hors de portée. « Je ne me souviens pas, dit-il lentement. Je ne me souviens de rien. »« Les médecins présenteront les preuves, Madame Clarisse, poursuivit le commissaire gardant son ton professionnel. De la terre dans les poumons, des signes de lutte, la fosse dans le jardin. Tout indique une tentative délibérée. Vous avez droit à un avocat. » Alors que Clarisse était menottée et escortée hors de la chambre, elle lança un dernier regard à Marina. Ce n'était pas un regard de haine ou de colère. C'était pire. C'était une promesse silencieuse que ce n'était pas terminé. Marina passa de nouveau la nuit à l'hôpital, refusant de laisser M. Moreau seul. Une policière fut affectée à la garde de la porte, s'assurant que personne non autorisé n'entre. Mais même ainsi, Marina ne parvenait pas à se détendre. Chaque son dans le couloir la faisait sursauter, chaque ombre passant devant la fenêtre la mettait en alerte. Le lendemain matin, le commissaire Durand revint pour poser d'autres questions. Il s'assit à côté de Marina dans la petite salle d'attente réservée aux familles, tenant un dossier. « Il faut que vous compreniez la gravité de la situation, » commença-t-il. « L'épouse de M. Moreau, Clarisse, prétend que tout était un accident. Elle dit que son mari est tombé dans un trou dans le jardin qui était préparé pour le rosier, qu'il s'est cogné la tête et s'est évanoui, et qu'elle a essayé de l'aider mais a paniqué. »« Mais ça n'a aucun sens, » protesta Marina. « Il était couvert de terre, quelqu'un l'a enterré. »« Je sais, et les preuves médicales le confirment. Mais sans la mémoire de M. Moreau et sans témoin direct de l'acte lui-même, l'affaire pourrait se compliquer. C'est pourquoi j'ai besoin que vous me racontiez tout à nouveau, chaque détail, aussi infime soit-il. » Marina raconta tout une fois de plus. Le comportement étrange de Clarisse, le mensonge sur le voyage d'affaires, les coups venant de sous la terre, le regard terrifié de Clarisse lorsqu'elle fut découverte. Le commissaire notait tout méticuleusement. « L'avocate de Madame Clarisse essaie déjà de négocier une caution, » dit-il quand Marina eut terminé. « C'est une femme puissante, avec beaucoup de relations. Je ferai de mon mieux pour la maintenir en détention, mais je dois être honnête avec vous, cela pourrait ne pas suffire. »« Et si elle sort ?» Marina sentit la peur lui serrer la poitrine. Elle essaiera à nouveau. Elle essaiera de finir ce qu'elle a commencé. « Nous mettrons M. Moreau sous protection policière, et vous aussi si nécessaire. » 3 jours plus tard, malgré tous les efforts de la police, Clarisse réussit à payer une caution exorbitante et fut libérée, à condition de porter un bracelet électronique et de ne pas s'approcher de son mari ou de Marina. Mais cette même nuit, le bracelet fut retrouvé coupé dans une ruelle du centre de Cannes. Clarisse avait de nouveau disparu. Marina ne quitta plus l'hôpital après cela.
Elle dormait sur une chaise à côté du lit de M. Moreau, se réveillant au moindre bruit. La peur était devenue sa compagne constante, une présence pesante qui l'accompagnait à chaque respiration. Ce fut au cours d'une de ces nuits d'insomnie que Richard commença enfin à se souvenir. Richard se réveilla au milieu de la nuit en hurlant. Marina, qui somnolait sur sa chaise, sursauta immédiatement et se précipita vers son lit. Le visage de l'homme d'affaires était couvert de sueur, ses yeux écarquillés de terreur, ses mains agrippant les draps avec une telle force que les jointures de ses doigts étaient blanches. « Monsieur Moreau, calmez-vous, tout va bien, vous êtes en sécurité. » Marina lui prit les mains, essayant de le calmer. « Je me souviens, » haleta-t-il. Là, voix rauque de panique. « Marina, je me souviens de tout. La pelle, son visage, la terre qui tombait sur moi. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus crier. J'étais piégé là, l'entendant jeter plus de terre, et j'essayais de pousser, mais je ne pouvais pas bouger. » Les larmes coulaient sur son visage sans contrôle. Marina le prit dans ses bras, le laissant libérer toute l'horreur qui avait été enfermée dans son esprit. « Elle a tout planifié, » continua Richard en sanglotant. « La veille, elle a mis quelque chose dans mon verre. Quand je me suis réveillé, j'étais ligoté, dans le jardin à côté de cette fosse. Elle a dit que je ne méritais pas tout ce que j'avais, que je lui avais volé sa vie, qu'elle méritait de tout garder. Puis, elle a commencé à me pousser dans le trou. » Marina appela immédiatement le médecin et le commissaire Durand. La déclaration de Richard changeait complètement l'affaire. Il y avait maintenant un témoignage direct de la victime, confirmant une tentative d'homicide avec préméditation. Un nouveau mandat d'arrêt fut émis, cette fois sans possibilité de caution. Mais retrouver Clarisse serait une autre histoire. Elle avait complètement disparu de la circulation, et chaque jour qui passait, Marina sentait la peur grandir. Où que Clarisse soit, elle préparait certainement quelque chose. Marina connaissait assez bien ce regard froid et calculateur pour savoir qu'elle n'abandonnerait pas si facilement. Monsieur Moreau sortit de l'hôpital une semaine plus tard. Les médecins estimèrent que sa récupération physique était suffisante pour continuer le traitement à domicile, avec un suivi médical régulier. Marina insista pour retourner à la villa avec lui, pour s'occuper de lui comme elle l'avait toujours fait, mais aussi parce qu'elle ne pouvait pas le laisser seul, sachant que Clarisse était toujours en liberté. La maison de Cannes semblait différente maintenant. Ce qui était autrefois un lieu de travail familier et sûr était devenu le décor de cauchemars. Marina ne pouvait pas traverser le jardin sans sentir un frisson. Le rosier avait été arraché par la police dans le cadre de l'enquête, laissant une marque vide dans la terre qui ressemblait à une cicatrice ouverte. 2 policiers furent affectés à des rondes constantes sur la propriété. Des caméras de sécurité supplémentaires furent installées à chaque coin. Mais même ainsi, Marina dormait peu, toujours sur le qui-vive, toujours à l'écoute. Ce fut par un après-midi ensoleillé, 3 semaines après la sortie de Richard, que tout changea à nouveau. Marina était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand elle entendit la sonnette. Les policiers de garde allèrent vérifier et quelques minutes plus tard, ils entrèrent accompagnés d'une femme que Marina n'avait jamais vue. C'était une dame d'apparence simple, d'une 60aine d'années, les cheveux grisonnants attachés en une queue de cheval lâche, des vêtements modestes. Elle portait un sac en tissu usé et semblait nerveuse. « Madame dit avoir des informations importantes sur l'affaire », expliqua l'un des policiers. « Nous avons pensé qu'il valait mieux la faire entrer. »« Je m'appelle Jeanne », commença la femme, la voix tremblante. « J'ai travaillé comme femme de ménage chez M. Gustave Leroy pendant de nombreuses années. C'est l'associé de M. Moreau. » Marina se souvenait de M. Leroy, un homme grand et élégant, toujours souriant, ami de longue date de Richard. Ils avaient fondé l'entreprise ensemble, encore jeunes, et étaient aussi proches que Richard le considérait comme un frère. « Et qu'avez-vous à dire à son sujet ?» demanda Marina, servant un verre d'eau à la visiteuse. Jeanne but l'eau à petites gorgées nerveuses avant de continuer. « J'ai entendu des choses, des conversations dans son bureau. Madame Clarisse y venait parfois, quand Monsieur Moreau n'était pas là. Ils parlaient beaucoup, et ce n'étaient pas des conversations normales. C'étaient des conversations secrètes, chuchotées. Une fois, j'ai entendu Madame Clarisse dire que bientôt tout serait à eux, qu'il fallait juste être patient. » Marina sentit son sang se glacer. « Monsieur Leroy ? Mais c'est le meilleur ami de Monsieur Moreau. » Jeanne secoua tristement la tête. « Je sais ce que j'ai entendu, madame, et il y a plus.
2 semaines avant ce qui est arrivé à M. Moreau, j'ai vu des documents sur le bureau de M. Leroy. C'étaient des papiers d'assurance vie, de transfert d'actions de l'entreprise. Tout était à son nom et à celui de Madame Clarisse. Quand Richard entendit tout cela, son visage devint livide. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Gustave est mon ami depuis plus de 20 ans. Nous avons tout construit ensemble. Il ne me trahirait jamais. » Mais les preuves commençaient à s'accumuler. Le commissaire Durand lança une enquête discrète sur Gustave Leroy. Ils découvrirent qu'il avait d'énormes dettes de jeu qu'il cachait à tout le monde. Sa part dans l'entreprise était hypothéquée et il risquait la faillite. Avec Richard hors jeu et marié à Clarisse, il aurait eu le contrôle total des affaires. Richard refusait d'y croire. Il devait entendre de la bouche de Gustave lui-même que tout cela était un mensonge. Contre l'avis de Marina et de la police, il organisa une rencontre avec son associé dans un lieu qui leur était cher, l'ancien hangar abandonné sur le port de Cannes où ils avaient démarré leur entreprise, des années auparavant, alors qu'ils n'étaient que 2 jeunes rêveurs avec plus d'ambition que d'argent. « Je viens avec vous, insista Marina. Je ne vous laisserai pas y aller seul. Marina, c'est entre Gustave et moi. Ce sont 20 ans d'amitié, je dois faire ça seul. » Mais Marina n'abandonna pas. Quand Richard partit ce soir-là, conduisant sa voiture vers le port, Marina le suivit discrètement en taxi, gardant une distance suffisante pour ne pas être remarquée. Les policiers suivirent également, dans une voiture banalisée, assurant la surveillance. Le hangar était une vieille construction en briques, avec des fenêtres cassées et des murs couverts de graffitis. La lumière de la pleine lune éclairait faiblement l'intérieur à travers les vitres fissurées. Richard entra seul, ses pas résonnant sur le sol en béton vide. « Gustave ?» La voix de Richard résonna dans l'espace vide. « Je suis là, parlons. » Une silhouette émergea de l'ombre au fond du hangar. C'était Gustave, vêtu de sombre, les mains dans les poches. Son visage, d'habitude si expressif et amical, était froid et indéchiffrable. « Richard, dit Gustave en s'arrêtant à quelques mètres, tu n'aurais pas dû venir. J'ai besoin de savoir la vérité. » Richard fit un pas en avant. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'es pas impliqué avec Clarisse, que tu ne savais rien de son plan. » Gustave rit, mais c'était un rire amer, sans joie. « 20 ans, Richard, 20 ans à vivre dans ton ombre. Tu as toujours été le leader, le visionnaire, celui qui recevait tous les éloges. Et moi, j'étais juste l'associé de Richard Moreau. Personne ne se souvenait jamais de mon nom. Nous étions partenaires, protesta Richard, la voix brisée. Des frères. Comment as-tu pu me trahir comme ça? Partenaire? Gustave cracha le mot avec venin. Tu as pris 60% de l'entreprise. Moi 40. Tu as dit que c'était juste parce que tu avais eu l'idée de départ. Mais toutes les idées qui ont fait le succès de l'entreprise, c'étaient les miennes. Et pourtant, c'est toi qui en as récolté le mérite. Marina observait tout de l'extérieur, cachée derrière de vieilles caisses empilées à côté du hangar. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre. « Alors tu as fait tout ça par jalousie ?» demanda Richard, la voix chargée de déception et de douleur. « Tu as tout planifié avec Clarisse ?» « Clarisse est venue me voir, admit Gustave. Elle connaissait mes dettes, savait que j'étais désespéré. Elle a offert une solution. Avec toi hors du chemin, elle hériterait de tout et nous partagerions. L'entreprise, l'argent, tout. Et tu as accepté. » Richard secoua la tête, incrédule. « Tu allais me laisser être enterré vivant. »« Ça ne devait pas se passer comme ça, » dit Gustave, mais sa voix ne portait aucun remords réel. Ça devait ressembler à un accident. Tu devais disparaître en mer, un accident de bateau. Mais Clarisse a voulu faire à sa manière. Elle a dit que tu méritais de souffrir. C'est à ce moment qu'une autre silhouette émergea des ombres et le cœur de Marina faillit s'arrêter. C'était Clarisse. Elle était là depuis le début à attendre. Et dans ses mains, il y avait une arme pointée droit sur Richard. « Surpris, mon amour ?» demanda Clarisse, sa voix froide comme la glace. « Tu croyais vraiment que j'allais abandonner? Après tout le mal que je me suis donné pour planifier ça? Tu aurais dû rester là où je t'avais mis, sous terre, là où les hommes arrogants comme toi doivent être. » Marina ne réfléchit pas une seconde. Elle sortit de sa cachette et courut vers le hangar en criant « Non, laissez-le tranquille !» Clarisse se tourna vivement, l'arme maintenant pointée sur Marina. « Ah, mais regardez qui voilà, la petite employée de maison salvatrice.
Tu aurais dû rester à ta place, Marina. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu ne t'en étais pas mêlée. Marina s'arrêta, les mains levées en signe de reddition, mais les yeux fixés sur Richard, qui était paralysé, regardant l'arme. Derrière elle, elle pouvait entendre les bruits discrets des policiers qui approchaient, encerclant silencieusement le hangar. « Pourquoi as-tu fait ça, Clarisse ?» demanda Marina, essayant de gagner du temps. « Il t'aimait. Il t'a tout donné. De l'amour ?» Clarisse rit avec mépris. Il me traitait comme un trophée, quelque chose de joli à exhiber lors des événements mondains. Mais toutes les décisions importantes, tout le pouvoir réel, il le gardait pour lui. Je n'allais pas attendre des miettes toute ma vie. Clarisse, réfléchis à ce que tu fais, tenta Richard en faisant un pas prudent vers elle. On peut encore arranger ça. Tu peux chercher de l'aide, un bon avocat. On peut quoi, Richard? L'interrompit Clarisse, la voix montant. Faire semblant que je n'ai pas essayé de t'enterrer vivant. Faire semblant que je n'ai pas tout planifié dans les moindres détails. Il est trop tard pour les réconciliations. C'est alors que les lumières du hangar s'allumèrent soudainement, aveuglant tout le monde un instant. La voix du commissaire Durand résonna, forte et claire. « Police, jetez vos armes, le site est encerclé. » Ce qui se passa dans les secondes qui suivirent sembla se dérouler au ralenti pour Marina. Clarisse, paniquée, déplaça l'arme d'un côté à l'autre, indécise sur qui viser en premier. Gustave tenta de courir vers la sortie latérale, mais fut intercepté par 2 policiers qui entrèrent en courant. Richard profita de la distraction et se jeta sur Clarisse, essayant de la désarmer. La lutte fut brève mais intense. Marina courut pour aider, agrippant le bras de Clarisse qui tenait l'arme. Les 3 silhouettes chancelèrent ensemble, luttant pour le contrôle de la situation. C'est alors qu'un coup de feu retentit dans le hangar, le son assourdissant se répercutant sur les murs de béton. Tout le monde se figea. Marina baissa les yeux, vérifiant si elle avait été touchée, mais elle était indemne. Richard allait bien aussi. La balle avait touché l'une des poutres en bois du plafond, faisant tomber une pluie de poussière et d'éclats. Les policiers intervinrent rapidement, séparant tout le monde et désarmant Clarisse. Elle fut menottée, ainsi que Gustave. Les 2 furent emmenés hors du hangar, où des voitures de police aux sirènes hurlantes attendirent déjà. Marina serra Richard dans ses bras, tous 2 tremblants d'adrénaline et de soulagement. « C'est fini », murmura-t-elle. « C'est enfin fini. » Mais Marina ne savait pas à quel point elle se trompait. Le procès de Clarisse et Gustave fut un événement qui monopolisa l'attention des médias pendant des semaines. Les caméras de télévision s'agglutinaient devant le tribunal de Cannes. Les journalistes se disputaient des interviews exclusives. Et Marina se retrouva au centre d'un tourbillon médiatique qu'elle n'avait jamais demandé ni souhaité. « Une héroïne sauve un homme d'affaires à 2 reprises », criaient les gros titres. « Une humble gouvernante affronte des assassins et gagne ». Marina détestait chaque seconde de cette situation. Elle n'était pas une héroïne. Elle était juste une femme qui avait fait ce que toute personne décente aurait fait, protéger quelqu'un qu'elle estimait. Richard, de son côté, avait changé. L'expérience d'avoir failli perdre la vie aux mains de sa propre femme et de son meilleur ami l'avait profondément transformé. Il souriait à peine, passait des heures à regarder dans le vide, et Marina pouvait voir la noirceur qui habitait ses yeux. Le procès dura 3 semaines. Le procureur présenta toutes les preuves, les examens médicaux, le témoignage de Jeanne, les enregistrements des caméras de surveillance. Clarisse tenta de plaider la folie passagère, mais les experts psychiatres la déclarèrent pleinement capable de comprendre ses actes. Gustave, quant à lui, accepta de collaborer avec la justice en échange d'une réduction de peine. Il raconta tous les détails du plan, comment Clarisse l'avait approché des mois auparavant, comment ils avaient planifié chaque détail, comment il avait aidé à créer de faux documents pour transférer les biens de Richard après ce qui aurait dû être sa disparition permanente. Marina dut témoigner. Ce fut la partie la plus difficile de tout le processus, devoir revivre cette journée terrible devant des dizaines d'inconnus, décrivant les coups venant de sous la terre, le désespoir en creusant de ses propres mains, la terreur sur le visage de Richard quand elle l'avait enfin trouvé. Lorsque la sentence fut prononcée, Marina était assise à côté de Richard dans la salle. La juge, une femme sévère d'âge mûr, lut d'une voix claire et ferme. « Clarisse Moreau, vous êtes condamnée pour tentative d'homicide avec préméditation à 30 ans de réclusion criminelle,
sans possibilité de remise de peine avant 10 ans. Gustave Leroy, vous êtes condamné à 15 ans de réclusion pour complicité. Clarisse ne montra aucune émotion. Elle regarda simplement Richard une dernière fois avec ses yeux froids, et Marina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans ce regard qui ne semblait pas vaincu. Cela ressemblait à une promesse non tenue, mais Marina chassa cette pensée. C'était fini. Clarisse et Gustave allaient en prison et ils pourraient enfin aller de l'avant. Les mois suivants furent une période de reconstruction. Richard vendit la villa de Cannes, ne supportant plus de vivre là-bas avec tous ses souvenirs. Il déménagea dans un appartement plus modeste à Paris et Marina l'accompagna non plus comme gouvernante, mais comme amie et compagne dans la guérison de ce traumatisme. Richard changea également complètement sa perspective sur l'argent et le succès. Il liquida une partie de ses investissements et commença à faire des dons réguliers à des œuvres de charité. Il dit à Marina que frôler la mort lui avait appris que rien de matériel n'avait de valeur si son âme était vide. Ensemble, ils commencèrent à planifier quelque chose de plus grand. Un projet qui donnerait un sens à tout ce qu'ils avaient traversé. Ils voulaient ouvrir un centre d'accueil pour les personnes en situation de vulnérabilité, un endroit où ceux qui n'avaient rien pourraient trouver non seulement un abri, mais aussi de la dignité et une nouvelle chance dans la vie. Marina sentait qu'elle était enfin en paix. Les nuits d'insomnie avaient cessé, les cauchemars se faisaient plus rares. Elle se remit même à sourire, chose qu'elle avait oublié comment faire pendant ces mois terribles. Ce fut par un après-midi pluvieux, très semblable à cet après-midi fatidique près d'1 an auparavant, que Marina reçut un appel qui allait tout changer à nouveau. C'était le commissaire Durand et sa voix était tendue. « Marina, j'ai besoin que vous et M. Moreau veniez au commissariat immédiatement. Il s'est passé quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marina, sentant la vieille peur se réveiller en elle. Clarisse s'est évadée de prison. Les mots tombèrent comme une bombe. Marina faillit laisser tomber le téléphone. Comment? Quand? Lors d'un transfert à l'hôpital pénitentiaire ce matin. Les gardiens qui l'escortaient ont été retrouvés inconscients. Elle est en fuite depuis au moins 6 heures. Vous devez venir maintenant. Nous allons vous mettre sous protection immédiate. Marina raccrocha les mains tremblantes. Richard était dans le salon en train de lire un livre. Quand il vit l'expression sur son visage, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout. « Elle s'est enfuie, dit Marina, la voix presque inaudible. Clarisse s'est évadée de prison. » Le visage de Richard pâlit. Il se leva lentement, le livre tombant oublié sur le canapé. « Il faut qu'on parte d'ici, maintenant. » Ils firent leurs valises rapidement, ne prenant que l'essentiel. La police les emmena dans un lieu sûr, un hôtel discret près de la Villette, avec des gardes à la porte et une surveillance constante. Mais Marina savait que peu importe le nombre de policiers, Clarisse était intelligente, calculatrice et déterminée. Si elle voulait les trouver, elle les trouverait. Pendant 3 jours, ils vécurent dans cette tension suffocante. Chaque bruit dans le couloir faisait sursauter Marina. Chaque ombre à la fenêtre la mettait en alerte. Richard essayait de garder son calme, mais elle pouvait aussi voir la peur dans ses yeux. Ce fut le 4e jour que Marina reçut un message anonyme sur son téléphone. C'était une adresse à Montmartre, l'un des quartiers les plus anciens de Paris, suivi d'une courte phrase. « Si tu veux connaître toute la vérité, viens seul. Ce soir, minuit. » Marina montra le message au commissaire Durand. « C'est un piège évident, dit-il. N'y allez pas. » Mais Marina savait qu'elle devait y aller. Il y avait quelque chose dans le message qui lui disait que ce n'était pas de Clarisse. La façon dont c'était écrit, le choix des mots, c'était différent. « Si je n'y vais pas, nous ne saurons jamais ce qu'elle prépare, » argumenta Marina. « Et s'il y a d'autres personnes impliquées, et s'il y a des choses que nous ne savons pas encore, alors j'irai avec vous, avec toute une équipe. » L'adresse à Montmartre menait à une vieille maison, de celles qui résistaient encore au temps dans ce quartier plein de ruelles et d'histoires. La façade était usée, la peinture s'écaillait et les fenêtres à volets en bois étaient fermées. C'était exactement le genre d'endroit que quelqu'un choisirait pour un rendez-vous secret et dangereux. Marina arriva à 23h45, accompagnée du commissaire Durand et d'une équipe de 4 policiers en civil. Ils bouclèrent discrètement le quartier, tandis que Marina, portant un micro caché dans ses vêtements, s'approchait de l'entrée. La porte était entr'ouverte. Marina la poussa lentement,
entrant dans un couloir étroit éclairé uniquement par la lumière de la lune qui filtrait par les fentes des volets. L'odeur de moisi et d'abandon imprégnait l'air. « Il y a quelqu'un » appela Marina, sa voix résonnant sur les murs vides. Une silhouette émergea d'une des pièces du fond. Marina se prépara à voir Clarisse, mais c'est une femme inconnue qui apparut. Elle était plus âgée que Marina, peut-être la quarantaine, les cheveux sombres attachés en un chignon négligé, des vêtements simples mais propres. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, dans la courbe de son nez, la forme de ses yeux. « Qui êtes-vous » demanda Marina, gardant ses distances. La femme fit un pas dans la faible lumière qui entrait par la fenêtre, et Marina sentit son monde s'effondrer. Ses yeux, elle connaissait ses yeux. Ils étaient identiques aux siens. « Salut, Marina !» La voix de la femme était douce mais chargée d'émotion. « Ça fait longtemps. »« Ce n'est pas possible, » murmura Marina, sentant ses jambes flageoler. « Ça ne peut pas être toi. Cécile, tu me croyais morte ?» compléta la femme avec un sourire triste. « C'est ce que tu as cru pendant toutes ces années, n'est-ce pas? Que j'avais disparu, que j'étais probablement morte quelque part. Mais comme tu peux le voir, je suis bien vivante. » Marina sentit les larmes commencer à couler sur son visage. Cécile était sa sœur aînée, de 5 ans son aînée pour très exact. Elles avaient grandi ensemble dans la pauvreté d'un petit village d'Auvergne, partageant un matelas fin sur le sol d'une maison de 2 pièces, rêvant d'une vie meilleure. Mais quand Marina avait 16 ans, Cécile avait simplement disparu une nuit, ne laissant qu'un mot disant qu'elle partait chercher une vie meilleure et qu'un jour elle reviendrait chercher Marina. Mais elle n'était jamais revenue, et après des années sans nouvelles, la famille avait supposé le pire. « Pourquoi ?» réussit à demander Marina entre 2 sanglots. « Pourquoi n'es-tu jamais revenue? Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu étais... »« Parce que j'avais honte, » répondit Cécile, sa propre voix se brisant. « Je suis partie à Paris pleine de rêves, pensant que je trouverais facilement du travail, que je ferais fortune. Mais la ville m'a avalée. J'ai été exploitée, trompée, j'ai tout perdu. J'ai vécu dans la rue pendant un certain temps. Comment aurais-je pu revenir comme ça? Comment aurais-je pu regarder notre mère dans les yeux et lui dire que j'avais échoué? » Marina fit quelques pas vers sa sœur, mais quelque chose la retint. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette histoire. Pourquoi Cécile était-elle là? Pourquoi maintenant? Et comment connaissait-elle Clarisse? « Qu'est-ce que cela a à voir avec Clarisse ?» demanda Marina, essuyant ses larmes du dos de la main. « C'est toi qui as envoyé le message. » Cécile détourna le regard, incapable d'affronter les yeux de sa sœur. « Oui, c'est moi, parce que je dois te dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La vérité surtout. » « Quelle vérité ?» Cécile prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à sauter d'une falaise. « C'est moi qui ai tout planifié, Marina, depuis le début. L'attaque contre M. Moreau, l'évasion de Clarisse de prison, tout. C'était moi. » Marina eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Non, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Tu ne connais même pas Richard, ni Clarisse. »« Mais je te connais, toi, » dit Cécile, affrontant enfin sa sœur. « Et j'ai passé les 15 dernières années à observer ta vie de loin, à te voir travailler comme domestique pour des gens riches, à te voir traiter comme une inférieure, pendant que moi, je n'avais rien. Quand j'ai découvert que tu travaillais pour l'un des hommes les plus riches de la Côte d'Azur, quelque chose en moi s'est brisé. » Cécile se mit à faire les 100 pas, les mots sortant en un torrent incontrôlé. « J'ai commencé à faire des recherches sur M. Moreau, sur sa vie, sa femme. C'est là que j'ai rencontré Clarisse, dans un institut de beauté à Paris. Elle se plaignait de son mari à une autre cliente, disant à quel point elle se sentait piégée dans ce mariage. J'ai vu une opportunité. » Marina secouait la tête, refusant d'y croire. « Tu as tout manipulé? Tu lui as mis cette idée en tête? »« Ce n'était pas difficile, » admit Cécile en haussant les épaules. « Clarisse avait déjà les pensées, je leur ai juste donné forme. J'ai suggéré le plan, je lui ai présenté Gustave grâce à des relations que je me suis faites au fil des ans. Chaque pièce de l'échiquier a été soigneusement placée. »« Mais pourquoi ?» cria Marina, la douleur et la colère mêlées dans sa voix. « Qu'est-ce que tu y gagnais ?»« La vengeance, » répondit simplement Cécile. « La vengeance d'avoir été abandonnée par ma famille, d'avoir souffert pendant que tu menais ta vie tranquille.
Je voulais que tu ressentes le même désespoir que moi. Je ne t'ai jamais abandonné, protesta Marina. C'est toi qui es parti, c'est toi qui as choisi de ne pas revenir. Et quand j'ai essayé de revenir, rétorqua Cécile, la voix montant. Oui, Marina, j'ai essayé. 3 ans après mon départ, je suis retourné dans notre village. Mais maman a dit que tu étais parti aussi, que tu avais trouvé un bon travail à Paris. Quand je t'ai retrouvé, tu étais bien habillé, bien nourri, travaillant dans une belle maison. Et moi, j'étais détruite, sans rien. La jalousie m'a consumée. Le commissaire Durand, qui écoutait tout par le micro, décida qu'il était temps d'intervenir. Lui et son équipe entrèrent dans la maison, armes au poing. « Cécile, vous êtes en état d'arrestation pour complot, en vue de tentative d'homicide et complicité d'évasion. » Cécile ne résista pas. Elle se laissa menotter sans protester, mais garda les yeux fixés sur Marina. « Je suis désolé, ma petite sœur. Je suis désolé pour tout. La haine m'a aveuglé pendant si longtemps que j'ai oublié que tu étais la personne que j'aimais le plus au monde. » Marina ne pouvait pas parler. Les larmes coulaient librement maintenant, tout son corps tremblait. La sœur pour laquelle elle avait pleuré, qui lui avait manqué toutes ces années, était vivante. Mais elle était aussi la personne responsable de tout le cauchemar qu'elle et Richard avaient vécu. « Où est Clarisse ?» exigea le commissaire Durand. « Vous devez nous dire où elle est. » Cécile hésita, puis soupira. « Elle est dans l'ancienne ferme de sa famille en Normandie, mais il va falloir faire vite. Elle prévoit de quitter le pays ce soir. » L'opération fut montée rapidement. Une équipe spéciale de la police fut envoyée en Normandie, tandis que Marina était ramenée à l'hôtel où Richard attendait avec anxiété. Quand elle lui raconta tout, sur Cécile, sur la vérité, il la serra dans ses bras pendant qu'elle pleurait à chaudes larmes. « Comment quelqu'un peut-il avoir autant de haine dans le cœur ?» sanglotait Marina. « Comment ma propre sœur a-t-elle pu faire ça ?»« Les gens font des choses terribles quand ils sont blessés, » dit doucement Richard en lui caressant les cheveux. « Mais ce n'est pas de ta faute, Marina, tu n'as rien fait de mal. » La police trouva Clarisse exactement là où Cécile avait dit qu'elle serait, dans la vieille ferme en Normandie. La propriété était en ruine, avec des toits effondrés et des herbes folles poussant partout. Clarisse était dans la grange, préparant de faux papiers et de l'argent pour sa fuite. Il y eut une tentative de résistance, mais l'équipe de police était nombreuse et bien entraînée. Clarisse fut capturée sans que personne ne soit blessé, et cette fois, elle fut emmenée dans une prison de haute sécurité où les chances d'évasion étaient pratiquement nulles. Avec Clarisse et Cécile en prison, le cauchemar semblait enfin terminé, mais le coût émotionnel avait été bien trop élevé. Marina passa des semaines en thérapie, essayant de digérer la trahison de sa sœur, essayant de séparer l'amour qu'elle avait pour la Cécile de son enfance de la colère qu'elle ressentait pour la femme qu'elle était devenue. Richard fut à ses côtés à chaque séance, chaque jour difficile. L'amitié entre eux s'était approfondie d'une manière qui transcendait toute relation normale de patron à employé. Ils étaient des survivants ensemble, unis par un traumatisme que personne d'autre ne pourrait vraiment comprendre. Ce fut au cours d'une de ces conversations, par un après-midi tranquille dans l'appartement, que Richard fit une proposition à Marina. « Continuons notre projet, le centre d'accueil. Transformons toute cette douleur en quelque chose de bien, quelque chose qui puisse aider d'autres personnes perdues, comme Cécile l'était. » Marina le regarda, voyant la détermination dans ses yeux, et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une lueur d'espoir. « Oui, » accepta-t-elle, « faisons-le. Pour la Cécile que j'ai connue enfant, pour la personne qu'elle aurait pu être si les choses avaient été différentes. » 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique à Montmartre. Le centre d'accueil « Nouveau Départ », comme Marina et Richard l'avaient baptisé, occupait désormais un bâtiment rénové à Saint-Denis, avec une vue partielle sur la Seine. Ce n'était pas luxueux, mais c'était accueillant, avec des murs peints dans des tons doux de bleu et de vert, des chambres propres et bien rangées, une cuisine industrielle où des bénévoles préparaient les repas quotidiens, et une salle commune où les résidents pouvaient regarder la télévision, lire des livres ou simplement discuter. Marina était à la réception ce mardi matin, organisant les fiches d'entrée des nouveaux arrivants de la semaine, quand elle entendit la voix familière de Richard l'appeler. « Marina, il y a quelqu'un qui veut te parler. » Elle leva les yeux et sentit son cœur se serrer.
C'était Cécile. Mais une Cécile très différente de celle qui avait été arrêtée 2 ans plus tôt. Ses cheveux étaient plus courts, grisonnants aux pointes, et son visage était d'une maigreur inquiétante. Mais c'étaient ses yeux qui attiraient le plus l'attention. Autrefois plein de colère et de ressentiment, il ne portait plus qu'une profonde lassitude et quelque chose qui ressemblait à un repentir sincère. « Salut, Marina, dit Cécile d'une voix hésitante, ses mains nerveuses serrant un petit sac. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais il fallait que je te voie. » Marina regarda Richard, qui lui fit un léger signe d'encouragement et s'éloigna discrètement, laissant les sœurs en privé. Marina prit une profonde inspiration, essayant de mettre de l'ordre dans les sentiments contradictoires qui l'envahissaient en revoyant sa sœur. « Comment es-tu sortie de prison ?» demanda finalement Marina. « Permission de sortie pour bonne conduite, » expliqua Cécile. « Je dois y retourner demain matin, mais j'ai eu l'autorisation de passer quelques heures dehors. J'ai utilisé ce temps pour venir ici, pour te demander pardon. » Marina sentit les larmes menacées de couler, mais les retint. Elle avait trop pleuré ces dernières années et était fatiguée des larmes. « As-tu une idée de ce que tu as causé, de tout ce qu'on a souffert ?»« Je sais, » dit Cécile, sa propre voix se brisant. « Je me réveille chaque jour en prison en y pensant. À quel point j'ai été égoïste, à quel point j'ai laissé la jalousie et la haine me transformer en monstre. Il n'y a pas un jour où je ne le regrette pas. » Elles restèrent silencieuses quelques secondes, le poids des années de douleur et de séparation planant entre elles comme un mur invisible. « Pendant ces 2 ans, continua Cécile, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai suivi une thérapie, participé à des groupes en prison, lu des livres, parlé à d'autres femmes qui avaient aussi commis des choses terribles, et j'ai réalisé que j'avais passé ma vie à fuir ma douleur, à blâmer les autres pour ma misère, alors qu'en vérité, c'est moi qui ai fait les mauvais choix. » Marina tira une chaise et s'assit, invitant Cécile à faire de même. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Cécile? Tu veux que je te pardonne et que je fasse comme si de rien n'était? » « Non. » Cécile secoua la tête avec véhémence. « Je n'attends pas de pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je suis sincèrement désolé. Et que la petite fille que tu as connue, ta sœur qui t'aimait, elle existe encore quelque part en moi. Elle était juste enfouie sous tellement de haine que j'avais oublié qui j'étais. » L'ironie du mot « enfoui » n'échappa pas à Marina, et elle sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu as détruit des vies, Cécile. Richard a failli y laisser la sienne. J'ai passé des mois à avoir peur de dormir, à faire des cauchemars. Je sais et je passerai le reste de ma vie à payer pour ça, mais je devais te dire que, malgré tout, tu as toujours été la meilleure partie de ma vie. Les souvenirs que j'ai de notre enfance, quand on partageait ce matelas fin et qu'on rêvait d'un avenir meilleur, ce sont les seules choses qui m'ont permis de garder la raison pendant ces années en prison. » Marina sentit quelque chose commencer à se briser en elle. C'était le mur de colère et de rancœur qu'elle avait construit autour de son cœur. Il ne s'effondra pas complètement, mais il commença à se fissurer, laissant place à quelque chose de plus doux. « Je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant, » dit honnêtement Marina. « Mais peut-être, avec le temps, je pourrais essayer. Pas pour toi, mais pour moi. Parce que porter autant de haine me consume aussi. » Cécile hocha la tête, des larmes coulant librement sur son visage. « C'est tout ce que je peux demander, du temps. Une chance même infime de pouvoir un jour redevenir des sœurs, même de loin. » Elles parlèrent encore 1 heure, Cécile racontant sa routine en prison, les formations qu'elle suivait, les projets qu'elle avait pour sa sortie. Marina parla du centre Nouveau Départ, de la façon dont elle et Richard avaient transformé la douleur en un but, aidant des dizaines de personnes à reconstruire leur vie. Quand l'heure du départ de Cécile arriva, les 2 sœurs se prirent dans les bras pour la première fois en près de 20 ans. Ce fut une étreinte hésitante au début, pleine de tension et d'incertitude, mais qui devint peu à peu plus serrée, plus vraie. « Prends soin de toi, » murmura Marina. « Toi aussi, ma petite sœur. » Marina resta sur le pas de la porte du centre, regardant Cécile s'éloigner dans la rue jusqu'à disparaître au coin. Richard s'approcha, posant une main douce sur son épaule. « Ça va ?» Marina réfléchit un instant avant de répondre. « Tu sais, je crois que oui. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que je vais vraiment bien. » Les mois suivants furent synonymes de croissance et d'expansion pour le centre Nouveau Départ. Ils obtinrent des financements supplémentaires d'entreprises et de donateurs privés,
ce qui permit d'augmenter le nombre de places et d'offrir plus de services, notamment des cours de formation professionnelle et un soutien psychologique. Marina prit la direction administrative du centre, révélant un talent naturel pour la gestion qu'elle ne se connaissait pas. Richard se concentra sur la partie financière et les partenariats stratégiques. La relation entre eux avait évolué vers quelque chose d'unique et de spécial. Ce n'était pas romantique au sens traditionnel, bien qu'il y eût un amour profond et sincère. C'était une connexion d'âme qui avait traversé ensemble la vallée de l'ombre et en était ressortie transformée. Ils étaient une famille de cœur, unis non par le sang, mais par une expérience partagée et un but commun. Marina commença à rendre visite à Cécile en prison une fois par mois. Les visites étaient difficiles, chargées d'émotions complexes, mais nécessaires. À chaque rencontre, les deux sœurs reconstruisaient un peu plus le pont qui avait été détruit. Marina apportait des photos du centre, des histoires des personnes qui avaient été aidées, et Cécile écoutait tout avec une attention sincère, posant des questions sur les détails et célébrant chaque petite victoire. Clarisse, en revanche, refusait toute tentative de communication. Richard avait essayé de lui rendre visite une fois, cherchant une sorte de conclusion, mais elle avait refusé de le voir. Selon les gardiens, elle passait ses journées à la bibliothèque de la prison, lisant de manière compulsive, évitant toute interaction avec les autres détenus. C'était comme si elle s'était repliée sur elle-même, créant une prison encore plus impénétrable que les murs de béton qui l'entouraient. Ce fut par un après-midi pluvieux d'octobre, 3 ans après l'incident du jardin, que Marina et Richard se retrouvèrent sur la terrasse du centre, regardant la pluie tomber sur la Seine. Il y avait quelque chose de poétique dans cette scène, comme s'il bouclait un cycle qui avait commencé par un autre après-midi pluvieux, dans une autre vie. « Tu as peur ?» demanda soudain Marina. « Que Clarisse sorte un jour de prison et essaie à nouveau ?» Richard réfléchit un long moment avant de répondre. « Plus maintenant. J'ai appris que la peur n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Clarisse a failli me prendre la vie, mais elle ne prendra pas le reste. Je choisis de vivre, pas seulement de survivre. » Marina sourit, un sentiment de paix l'envahissant comme la pluie qui lavait les rues dehors. « Tu as beaucoup changé, tu sais. Quand je t'ai connu, tu n'étais que le patron gentil. Maintenant, tu es l'une des personnes les plus sages que je connaisse. » « Frôler la mort a cet effet sur les gens, » répondit Richard avec un petit sourire sincère. « Ça te fait réévaluer ce qui compte vraiment. »« Et qu'est-ce qui compte ?» demanda Marina, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Ça, » dit Richard, en faisant un geste qui englobait le centre et tout ce qu'il représentait. Faire une différence dans la vie des gens qui sont perdus. Transformer la douleur en un but et avoir à mes côtés quelqu'un qui comprend cette mission. À cet instant, comme si l'univers était d'accord, le soleil commença à percer les nuages, créant un arc-en-ciel au-dessus de la Seine. Marina et Richard restèrent silencieux, appréciant la beauté de ce moment, sachant qu'ils avaient survécu à la tempête et pouvaient enfin savourer le calme qui suivait. Le centre Nouveau Départ continua de croître dans les années qui suivirent. Il devint une référence en matière d'accueil humanisé, d'autres villes cherchant à reproduire le modèle. Marina donnait des conférences sur la résilience et le dépassement de soi, partageant son histoire pour inspirer les autres. Richard utilisa son expérience d'entrepreneur pour aider les résidents du centre à développer des compétences professionnelles et à trouver des emplois dignes. 5 ans après l'incident, Cécile termina sa peine et fut libérée. Marina était là le jour de sa sortie, attendant devant la prison. Quand Cécile franchit les portes, les deux sœurs se prirent longuement dans les bras, pleurant et riant en même temps. « Sois la bienvenue, » dit Marina. « Merci de ne pas avoir renoncé à moi, » répondit Cécile. Marina offrit à Cécile un poste au centre Nouveau Départ, travaillant avec des femmes qui étaient repassées par le système carcéral, utilisant sa propre expérience pour les aider à se réinsérer dans la société. Cécile accepta avec gratitude, déterminée à consacrer le reste de sa vie à réparer le mal qu'elle avait causé. L'histoire de Marina et Richard se répandit bien au-delà de Saint-Denis. Des journalistes voulèrent la documenter, des producteurs de télévision voulaient en faire des adaptations, mais ils refusèrent toujours. Il ne s'agissait pas de gloire ou de reconnaissance. Il s'agissait du travail silencieux et constant d'aider un être humain à la fois. Par une nuit particulièrement
Claire, Marina et Richard se trouvaient de nouveau sur la terrasse, devenue leur tradition hebdomadaire, observant les étoiles au-dessus de la ville. Marina pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, toute la peur, toute la douleur, toute la trahison. Puis, elle pensa à tout ce qu'ils avaient reconstruit à partir de ces cendres. « Tu regrettes ?» demanda soudain Richard, comme s'il lisait dans ses pensées. « Tout ce qui s'est passé ?» Marina réfléchit attentivement à la question. « C'est une question étrange, n'est-ce pas? Comment puis-je regretter quelque chose qui m'a amené jusqu'ici? À ce moment, à faire ce travail, à aider ces gens. Bien sûr, je préférerais que rien de tout cela ne soit arrivé. Mais puisque c'est arrivé, je suis reconnaissante que nous ayons survécu. Et plus que ça, je suis reconnaissante que nous ayons choisi de faire quelque chose de bien de notre survie. » Richard hocha la tête, comprenant parfaitement. « Parfois, je pense que tout est arrivé pour une raison. Non pas que je croie au destin ou quelque chose comme ça, mais je pense que nous avons été testés, mis au défi de choisir entre laisser le traumatisme nous définir ou l'utiliser comme carburant pour grandir. Et nous avons choisi de grandir, compléta Marina. Oui, nous avons choisi de grandir. » En bas, dans la rue, une silhouette solitaire observait le bâtiment du centre Nouveau Départ. C'était une femme aux cheveux sombres, portant un manteau à capuche malgré le temps doux. Elle tenait un parapluie fermé, même s'il n'y avait aucun signe de pluie. Pendant un long moment, elle resta immobile, observant simplement les fenêtres éclairées du centre, les ombres des personnes se déplaçant à l'intérieur. Puis, lentement, elle se retourna et disparut dans la nuit, se fondant dans les ombres de la ville. Si quelqu'un avait regardé attentivement, il aurait remarqué quelque chose de familier dans sa démarche, dans sa posture. Mais personne ne regarda, et la silhouette disparut aussi silencieusement qu'elle était apparue. À l'intérieur du centre, Marina sentit un frisson soudain lui parcourir l'échine. Elle regarda la rue en bas, mais ne vit rien d'autre que les voitures qui passaient et les gens ordinaires qui vaquaient à leurs occupations. C'était probablement juste le vent du soir, pensa-t-elle, chassant la sensation de malaise. Mais quelque part au fond de son esprit, une petite voix murmurait que peut-être, juste peut-être, la vigilance ne devrait jamais vraiment cesser. Que certaines blessures guérissent, mais que les cicatrices restent comme des rappels. Et que la rédemption, aussi sincère soit-elle, n'efface pas complètement le passé. Marina regarda Richard, qui souriait en racontant une histoire amusante sur l'un des nouveaux résidents du centre. Elle décida d'ignorer cette voix. Elle avait choisi de vivre sans peur, et c'est exactement ce qu'elle ferait. L'avenir leur appartenait, et elle était déterminée à le rendre lumineux. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marina et Richard a touché vos cœurs. Ce parcours de survie, de pardon et de rédemption nous montre que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons choisir la lumière. Si ce récit a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des histoires émouvantes que nous préparons. Laissez un pouce bleu si l'histoire de Marina vous a inspiré et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus touché. Était-ce le sauvetage dramatique dans le jardin, la révélation sur Cécile, ou peut-être le chemin de la reconstruction et du pardon? Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie humaine, le pouvoir du pardon et la force de la résilience. N'oubliez pas, la prochaine histoire pourrait être encore plus surprenante. À la prochaine, et puissiez-vous toujours choisir la lumière, même face à l'obscurité.